Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bonjour à tous et bienvenue à Après la cloche. On est aujourd'hui dans les magnifiques studios de la Boîte Ronde qui nous accueillent généreusement chaque mois parce que l'éducation et le bien-être des profs, ça leur tient à cœur. Ce sont des gens humains qui ont des enfants dans nos écoles et qui tiennent à encourager nos citoyens de demain ainsi que ceux qui les guident à travers ça. Alors, on est très reconnaissants pour cet engagement-là. Et aujourd'hui, je suis comme toujours avec François. Allô Pascal, salut tout le monde. Aujourd'hui, on aborde un sujet à propos duquel je vais moi-même en apprendre beaucoup. D'ailleurs, c'est un sujet tellement essentiel pour plusieurs enseignants. Il s'agit des élèves autistes. C'est un sujet qui peut parfois sembler complexe, mais en parler, partager des stratégies et des expériences, c'est vraiment un pas pour mieux comprendre et soutenir ces élèves au quotidien. Oui, et pour nous aider à avancer là-dedans, on accueille deux femmes que j'aime beaucoup. Sophie Trudel, psychologue dans l'équipe MSA, donc multidisciplinaire de soutien en autisme, et Virginie Bellemare, qui est orthophoniste dans la même équipe multidisciplinaire au service éducatif, en classe et d'adaptation scolaire ainsi qu'en classe régulière. Bienvenue à toutes les deux. Et bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Bon, Sophie, commençons par les bases. Sur le terrain, plusieurs enseignants se questionnent. Ils vont se demander, par exemple, comment reconnaître les particularités de ces élèves et comment elles se manifestent concrètement. Dans ce sens-là, peux-tu nous expliquer quelles sont les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme? Bien, François, il y a deux grands critères. D'abord, il y a le critère A qui se rapporte aux altérations significatives de la communication. Là-dedans, on a toute la difficulté de compréhension de l'aspect non-verbal, comme la gestuelle des gens, le contact visuel, les expressions faciales. Il y a aussi les interactions sociales. Donc, ce sont des élèves qui vont manquer de réciprocité. C'est comme si la conversation est à sens unique. Ils peuvent aussi avoir une approche sociale particulière. Ils vont venir se poster à côté de vous, mais ils ne vont pas nommer leurs besoins nécessairement. Et puis ensuite, il y a le critère B qui fait référence à toutes les activités, les comportements, les intérêts qui sont restreints. On pense, vous allez entendre ça des fois, le mot stéréotypie. Donc là-dedans, on a le flapping, l'espèce de petit battement des mains. Battement d'ailes, un peu. Battement d'ailes, exactement. Le rocking, qui est l'espèce de balancement qu'on les voit souvent faire. C'est des élèves qui vont beaucoup aligner les objets ou vouloir les faire rotationner. Ils vont avoir tendance à faire de l'écholalie, donc à répéter ce que vous dites ou ce qu'ils entendent. Ils peuvent aussi sortir des phrases hors contexte de leur film préféré. C'est des enfants qui résistent au changement, donc qui sont rigides. Ils peuvent avoir aussi des connaissances hors du commun sur des sujets là, hyper pointus et des fois des attachements aussi pour des objets un peu inusités qui vont traîner partout. Et pour finir, des enfants qui ont des enjeux au niveau sensoriel, donc des caractéristiques un peu d'hyper ou d'hyposensibilité à la douleur, au bruit, aux textures, à la lumière, etc. Ce qui est important, en fait, de retenir, c'est une condition, c'est pas une maladie. Donc, c'est comme une variation de la condition humaine. OK. Merci pour vos explications. Il y a une autre question qui se pose souvent. Comment nomme-t-on ces élèves? Avant, on entendait souvent le mot autiste, puis ça a changé un petit peu. Il y a une période où on parlait plutôt d'élèves TSA, puis maintenant, j'entends qu'on revient vers élèves autistes. Alors, c'est quoi la bonne formulation? En fait, on peut dire personne autiste ou, quand c'est un élève autiste. Mais on ne dit pas c'est un TSA parce que le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. C'est le diagnostic comme tel. Donc, c'est différent de la personne. La personne n'est pas un trouble.
Dites-moi, mesdames, on a tous une conception qui est un peu stéréotypée des élèves autistes. Puis quand tu parlais des critères tantôt, Sophie, je les voyais tous. On pense à des élèves qui ne regardent pas dans les yeux, des élèves qu'on ne peut pas toucher, des élèves qui se balancent. Toutefois, pour en côtoyer beaucoup comme mentor puis comme enseignante, je constate que souvent, ils ne collent pas nécessairement à ces stéréotypes-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bien, en fait, les particularités dont tu parles, Pascal, elles sont présentes de manière maximale entre 18 mois et 6 ans. Ah. Donc, l'enfant... Pas à l'âge scolaire. Bien, on peut, en 4 ans, parce qu'on en a Oui. beaucoup maintenant, Oui. en 4 ans, voir toutes ces particularités-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont perdre des signes avec l'âge. Donc, les autistes ont un cerveau qui fonctionne de manière très perceptive. Ils sont intéressés plus par les objets que par les gens. Quand ils sont jeunes, ils sont en mesure de traiter juste un sens à la fois, malgré le fait qu'ils soient bombardés. Là. Dans une école, on peut penser à tout le bruit, la lumière, le mouvement. Donc, ça explique des fois certaines de leurs particularités parce que pour bloquer un peu toute cette information-là qui rentre, ils vont se tourner le visage de côté pour essayer de percevoir pas trop de choses. Ils vont marcher sur la pointe des pieds parce que si le pied est au complet déposé, ça fait trop d'informations sensorielles qui rentrent. Fait qu'ils vont avoir des démarches un peu atypiques pour cette raison-là. C'est comme s'ils avaient une transmission manuelle. Fait que c'est soit le toucher qui entre, c'est soit le visuel ou c'est soit l'auditif, mais c'est pas tout en même temps. Est-ce que ça pourrait être plusieurs de ces facettes-là en même temps? Bien, en grandissant, ils vont apprendre à traiter l'information plus en simultané. C'est ce qui explique le fait qu'ils vont perdre des signes. Ils vont avoir l'air un peu moins, peut-être, bizarres, parce qu'ils sont capables d'être tranquillement, vont passer de la transmission manuelle à la transmission automatique. Ils apprennent, ils grandissent, ce qui fait qu'ils vont être en mesure là, d'éliminer certains des critères que tu as mentionnés plus tôt. C'est vrai. Puis il y a autant d'enfants différents neurotypiques qu'il y a autant d'enfants différents autistes aussi. Donc, au niveau du langage, par contre, il y a un développement qui est quand même, pour les prototypiques, là, on en parlera plus tard aussi, mais pour l'autiste prototypique, il peut y avoir des enfants qui ne parlent pas du tout, comme des enfants qui ont un langage quand même fonctionnel là, vers l'âge de 8 ans. Donc, parfois, là, ce qu'on va voir dans nos écoles, c'est quand ils arrivent à la maternelle, là, ils ont de très, très grandes difficultés. Parfois, ils ne parlent pas du tout. Parfois, on va remarquer que de l'écolalie seulement. Mais l'évolution, là, elle est quand même très rapide là, au niveau de nos élèves autistes prototypiques. Donc, souvent, à la fin de la maternelle, on remarque déjà qu'il y a une grande évolution. Donc, c'est pour ça qu'on veut attendre que ces enfants-là évoluent au niveau du langage avant de faire une orientation dans une classe adaptée, que ce soit dans une classe avec d'autres élèves autistes ou dans une classe qui regroupe des enfants qui ont un trouble développemental du langage. Parce que le développement est différent, là. Le développement du langage au niveau de l'autisme et pour ceux qui ont un développement, qui ont un trouble développemental du langage, est différent. Donc, l'autiste prototypique, le langage évolue plus rapidement. Quand tu parles de prototypique, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, dans le fond, on sait que, en fait, dans l'autisme, on sait qu'il y a 2 grandes variantes d'autisme. Puis là, j'exclus le syndrome d'Asperger, qui est quand même différent. Mais donc, il y a l'autisme prototypique, qui est un autisme génétique, là, qui est héréditaire. Donc, dans les familles. Donc, souvent, tu as une chance sur 4. Là, si tu as déjà un enfant qui est autiste, tu as une chance sur 4 d'en avoir un deuxième qui est autiste. Fait que donc, ça, c'est l'autisme prototypique qui se développe de façon dans des barèmes assez réguliers. Là, attendu un peu. Attendu. On connaît un peu leur évolution. Exact. On sait quoi faire. Okay. Tandis que dans l'autisme syndromique, ce qui arrive, c'est qu'il y a une surprise soit dans le code, en fait, soit dans le gène du spermatozoïde ou de l'ovule, ou même dans la rencontre des deux. Okay. Donc, c'est dans la construction du fœtus là, qui se passe quelque chose, mais ça, c'est très rare. Mais on va appeler ça l'autisme syndromique et il évolue différemment de l'autisme prototypique. Fait que ça ne répond pas à la même façon là, quand on intervient auprès de ces élèves-là.
très intéressant. Je ne savais pas ça. J'ai lu les filles qui avaient 3,25 garçons autistes pour une fille. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a vraiment une prévalence masculine en autisme? Est-ce qu'il y a plutôt un sous-diagnostic chez les filles? Est-ce que la condition autistique aussi, elle est différente chez les filles que chez les garçons? Bien, oui, ça peut se présenter différemment. En fait, les filles ont souvent des intérêts de prédilection qui sont plus communs, moins spéciaux. Fait que Plus acceptables oui, socialement. Les filles tripent sur les licornes, les animaux, certaines séries télé que d'autres petites filles aiment aussi. Fait que, tu sais, ça fait moins hors norme. Ça ressort moins. Là. Exactement. Elles ont aussi un peu plus d'intérêt à aller vers les autres, ce qui fait qu'elles peuvent développer plus leurs habiletés sociales. Ceci dit, quand on porte attention, on voit qu'elles peuvent se prendre maladroitement. On peut remarquer des ouvertures sociales qui sont un peu calquées ou très inspirées justement de leurs émissions de télé préférées. Mais ça, faut quand même être alerte pour le voir. Elles sont beaucoup dans l'imitation comparée à la norme, mais ça peut quand même bien passer. Et elles sont souvent plus en mesure de masquer ou de camoufler leurs particularités parce qu'elles sont conscientes de ce qui est attendu et vont faire ce qu'il faut pour y arriver. Par contre, il faut quand même se soucier du fait que les jeunes filles sont très vulnérables aux abus, toutes sortes d'abus, parce qu'elles ne sont pas conscientes des intentions des autres autour d'elles, puis elles veulent faire partie du groupe. Donc, elles vont accepter des choses qui sont inacceptables, finalement. Il faut faire attention à ça, effectivement. Il y a aussi une grande augmentation des élèves autistes. Auparavant, on en avait peu. Ils étaient beaucoup en classe spécialisée. Et dans les dernières années, bien, c'est un diagnostic qu'on entend énormément et qu'on retrouve en classe régulière de tous les niveaux. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, il y a une forte augmentation en fonction de la moyenne québécoise, puis ça, c'est constaté en ce moment partout à travers le monde. Évidemment, notre centre de service scolaire n'échappe pas à ça. Et puis, on connaît, nous aussi, un taux de croissance important là, pour nos élèves autistes. Dans les facteurs explicatifs, bien, il y a l'augmentation de la population générale. Hein. On a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a une meilleure compréhension de la condition autistique aussi pour établir le diagnostic. Puis, tranquillement, il y a des données qui sortent pour venir appuyer l'hérédité. On peut supposer aussi que si les personnes autistes sont de plus en plus présentes puis participent à la construction de notre société, bien, elles ont des familles, donc elles ont des enfants. Donc, elles transmettent le gène. Voilà. Ça fait du sens. Elles font partie. Je vous nomme quelques faits importants que j'ai appris pendant mes recherches pour le balado. J'ai appris qu'il y a 1 % de la population mondiale qui avait un diagnostic de TSA. On a aussi identifié plus de 200 gènes qui sont liés à l'autisme, ainsi que des facteurs environnementaux. Donc, on comprend que la composante génétique, elle est très importante, mais aussi environnementale. On sait assurément, et là, si vous ne le savez pas encore, on vous l'annonce, mais qu'il n'y a aucun lien entre l'autisme et les vaccins ou encore entre l'autisme et l'acétaminophène. Hein, le Tylenol n'est pas dangereux pour les enfants, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ces données-là ou des compléments d'information? Oui. Bien, comme je le disais tantôt, là, par rapport aux 2 variantes là, d'autisme, ce qu'on sait, c'est qu'il n'existe pas quand même de biomarqueurs là, clairs de l'autisme à ce jour. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le voir par une prise de sang, par exemple? C'est ce que tu nous dis? Exact. Tout à fait. Donc, puis dans le monde, il y a une imprécision là, au niveau des frontières, des critères de l'autisme. Donc, c'est pour ça que c'est quand même différent, là, un peu, la prévalence dans le monde. Par exemple, 1 % en Chine, 4,3 % aux États-Unis, 2,5 % au Québec, là, selon INSPQ, là, en 2023-2024. Donc, pour faire un parallèle avec ce qu'on observe chez nous, là, dans notre centre de service scolaire, là, en fait, au régulier, là, au préscolaire, primaire et au secondaire, en 2011, il y avait 111 élèves autistes là, qui avaient reçu un code ministériel permettant de recevoir des services supplémentaires, alors qu'en 2023, c'était 300. 3 fois plus quand même. C'est une grande augmentation. Fait que ça compte pas nos élèves en classe d'adaptation scolaire, c'est ce que je comprends? Bien, en fait, non, exactement. Ça, c'est seulement nos élèves là, dans nos écoles régulières. Toutefois, notons qu'il y a également plusieurs élèves qui ont une condition autistique, mais qui ont soit un diagnostic ou pas, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'aide particulière. Ils sont dans un groupe au régulier. Et là, c'est ici que vous pouvez entendre parler du fameux code 50. Oui. Il faut comprendre qu'un diagnostic de TSA amène pas nécessairement un code de difficulté.
Pour être codé, un enfant autiste doit présenter des limitations incapacité suffisantes en lien avec sa condition, en fait sévère, je dirais. Il y a donc beaucoup d'élèves avec ou sans diagnostic, parce qu'il y en a qu'on sait qu'ils sont probablement, mais ils n'ont pas le diagnostic, qui sont fonctionnels, qui sont en mesure de fréquenter nos milieux réguliers avec du sport. Donc, à ce que j'entends, il existe plusieurs profils très différents d'élèves autistes, là, ce qui demande aux enseignants de demeurer très attentifs et surtout très flexibles. Virginie, puisque la dimension du langage et de la communication est souvent concernée, j'imagine qu'il est possible d'adapter certaines interventions ou notre façon de communiquer avec nos élèves autistes. Comment peut-on s'y prendre à ce niveau? Puis quels conseils pratiques pourrais-tu partager pour que les enseignants puissent vraiment ajuster leur approche? Il y a des stratégies de base là, pour les intervenants, là. Par exemple, il faut donner des règles simples et de façon cohérente. On utilise aussi le même vocabulaire, notamment quand on enseigne. Hein. Si on montre une nouvelle notion, que ce soit en français ou en mathématiques, puis on a un nouveau vocabulaire, bien, il faut utiliser le même vocabulaire à chaque fois. Si on change à chaque fois, mais c'est très confus pour nos élèves. Donc, il faut aussi avoir un signal clair au début puis à la fin de l'activité pour que ça soit prévisible pour eux. Il faut qu'il y ait une routine claire, qui soit constante pour limiter l'anxiété aussi. Tout ça, ça sert à sécuriser l'élève, finalement. Exactement. Donc, puis l'élève, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Fait que c'est important de valider avec lui, là, s'il a bien compris. Pas juste en lui demandant « As-tu bien compris? » Mais vraiment... Est-ce qu'il va avoir appris que c'est oui qu'il faut répondre à cette question-là? Tout à fait. Exactement. Donc, il ne faut pas attendre que l'élève demande de l'aide. Il faut vraiment observer, voir s'il a bien répondu, s'il comprend bien les attentes. Donc, parce que, justement, comme ils disent qu'ils ont bien compris, bien, il faut être au-devant. Donc, eux, ils fonctionnent par rapport à ce qu'ils connaissent et par rapport à ce qu'ils ont eu comme expérience, qu'ils observent. C'est leur perception. Donc, c'est important aussi de structurer l'environnement. Hein? On fait quoi, où? Donc, pour que ça soit clair pour eux. Il faut garder l'environnement épuré aussi parce qu'il faut limiter les distractions. Il faut structurer le temps pour diminuer les imprévisibilités aussi. Donc, il faut rendre abstrait ce qui... L'inverse, il faut concret, ce qui est abstrait. Exactement. Par exemple, des mots, des fois, qu'on utilise à tous les jours, comme le mot récompense. Alors, pour un élève, récompense pourrait être une friandise à la fin de la semaine, alors que là, on annonce une activité, ça risque de le décevoir. Donc, c'est important de clarifier tous ces petits termes-là là, pour pas qu'il arrive de petits pépins, comme je dis, là, durant la routine. Donc, il faut donner vraiment beaucoup des exemples, mettre du visuel. N'hésitez pas à faire des dessins. Ça peut être des cartes conceptuelles. Donc, faut que l'élève fasse du sens. Alors, il faut expliquer aussi pourquoi on fait ça quand on enseigne ou quand on fait une activité ou quand on a une demande aussi ou une attente par rapport à un travail. Il faut expliquer clairement pourquoi on le fait. Donc, clair et imagé, là. Exactement. OK. Simple, clair et imagé. Je voudrais même que souvent, je vais dire parlez moins et montrez plus. Parce que l'enfant, il traite beaucoup plus facilement l'information visuelle plutôt que l'information auditive. Moi, j'ai appris quelque chose aussi, les filles, en parlant avec vous, que je pense que c'est important que tous les enseignants sachent, parce que moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur mes anciens élèves, mais ce sont des élèves qui ont beaucoup d'enjeux au niveau de l'alimentation et du sommeil. Parce que si l'enfant est en train de traiter une information avant de dormir, il ne pourra pas dormir nécessairement avant qu'il ait fini de la traiter. Ce sont des enfants qui vont avoir des rigidités au niveau de leur alimentation, donc ils vont refuser de manger certains aliments à cause de leur texture, à cause de leur couleur. Donc, il faut savoir. Tout à fait. Ils sentent pas la faim aussi, ou le froid, donc ils décodent pas tout à fait ces stimuli-là. Donc, de savoir qu'on a un élève qui arrive dans notre classe, qui est peut-être fatigué, carencé en aliments, qui a faim, qui a froid, pour n'importe quel enfant, autiste ou pas, bien, ça peut être des déclencheurs de crise, ça peut exacerber des rigidités aussi. C'est pour ça que peut-être que, tu sais, des fois, s'entendre avec les parents, est-ce que vous pouvez m'acheter une boîte de sa collation préférée, puis s'assurer que, tu sais, il a mangé quand on sent que ça va moins bien, que tout coule moins bien ce matin-là, ça peut être une bonne idée. Une bonne collaboration aussi avec le parent pour que lui puisse vous indiquer « Mon enfant n'a pas bien dormi. À 3 heures du matin, il était réveillé, faisait les 100 pas dans la maison » pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Tout à fait. Puis être particulièrement bon ce matin-là sur les routines, sur les... Oui, tout à fait. Maintenant, les filles, pour soutenir le développement des fonctions exécutives ainsi que les apprentissages, quelles stratégies on peut mettre en place en classe? Dans un premier temps, Sophie,
je crois qu'il est important d'expliquer ce que sont les fonctions exécutives puis comment on peut les soutenir. Bien oui, François, les fonctions exécutives, c'est des processus de haut niveau qui permettent d'adapter nos actions au contexte. Les élèves autistes, eux, présentent des défis importants à ce niveau-là. D'abord, ils sont souvent plus lents dans le traitement de l'information verbale. En classe, quand la réponse n'est pas immédiate, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est ajouter des éléments verbaux pour venir stimuler la réponse. Mais en faisant ça, on ralentit l'élève autiste parce que lui, il doit repartir du début pour faire du sens avec ce qu'il vient d'entendre. Les élèves autistes aussi fonctionnent beaucoup par processus automatique, donc qui échappent un peu au contrôle de leur volonté. La séquence, dans le fond, ils vont recevoir quelque chose, un stimuli, et là, ça va venir activer la séquence. Et cette séquence-là, elle doit se dérouler comme prévu du début à la fin. Sinon, ça risque de les désorganiser. Il ne faut pas oublier aussi que l'autisme fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Il faut donc respecter où la personne est rendue dans son développement et venir ajuster nos attentes. On peut pas, on vient d'en parler, on ne peut pas demander à un enfant qui n'identifie même pas sa propre sensation de faim de venir nommer son émotion du moment. Dans le cours de CCQ, là, ça ne va pas fonctionner. Là. Ben non. Ou de se montrer empathique à un ami qui pleure à côté de lui. L'élève, au départ, il va regrouper les informations qu'il reçoit. Il va les catégoriser tranquillement. Et il va devenir de plus en plus habile à venir organiser l'information qu'il reçoit. Il va développer sa pensée et tranquillement prendre conscience de lui-même. Et là, on pourra ensuite lui demander peut-être de mieux interagir, de mieux socialiser, de mieux se gérer. Les fonctions exécutives, là, c'est ce qui se développe le plus tardivement, même chez les neurotypiques. Fait que, oui, il faut ajuster nos attentes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais comme pour tous les enfants, le plus important, c'est de créer un lien, c'est s'intéresser à lui. Surtout, je vous dirais, la magie là-dedans, là, avec nos élèves, c'est de s'intéresser à leur passion. Parce que c'est là qu'on va créer un lien qui va être significatif pour lui. Puis on va pouvoir aussi enrichir, en fait, ce qu'il connaît déjà. Puis ça va être notre petite porte d'entrée pour pouvoir stimuler, enrichir, passer notre enseignement également. Donc, puis on peut le faire aussi manipuler, parce qu'il adore manipuler. Il a besoin de comparer. Il a besoin, en fait, de craquer le code, comme on dit des fois. Là. Donc, il a besoin de connaître la règle, en fait. Fait que ça, ce sont des petits trucs. Ouais, c'est fou comment le lien revient tout le temps, hein? Peu importe le type d'élève qu'on a devant nous. Tout à fait. En parlant de gestion des attentes, puis d'intérêt, je vous raconte que j'ai déjà eu un élève, puis bon, j'ai bloqué sur sa rigidité pendant un bout. Puis tu sais, je pense qu'il faut se le dire, là, on est des êtres humains, puis c'est bien normal, mais je trouvais ça difficile. Appelons-le Nathan. Nathan avait une grande passion pour tout ce qui venait du monde de Minecraft. Et bon, j'étais très difficilement capable de le faire travailler, sauf quand on faisait un échange, donc du temps pour faire des bonhommes Minecraft contre du travail, on y arrivait. Et je trouvais ça vraiment difficile parce que j'arrivais pas à le faire écrire. Et puis, on a des exigences comme prof, puis le ministère nous demande de faire écrire les enfants, tu sais, fait que des fois, c'est vraiment difficile. J'avais de la difficulté à gérer mes attentes par rapport à lui. Et puis, ben finalement, quand j'ai laissé tomber ma rigidité, puis que je suis devenue plus flexible, ben mon élève a accepté d'écrire sur Minecraft. Alors, tu sais, on est arrivé tranquillement à le faire écrire de cette façon-là. Et puis, ben, je n'étais pas capable d'évaluer mon critère 1 parce que le critère 1 en écriture, ben, c'est l'adaptation à la situation d'écriture. Il était toujours en échec, mais au moins, mon élève, il évoluait dans les 4 autres critères. Puis, à la fin de l'année, j'étais en 4e année, on a des examens ministériels. Il est vraiment devenu bon. Toute l'année, il a évolué. À la fin de l'année, on a été capable de le faire écrire simplement en nommant ces 2 personnages principaux, Steve et Alex, parce que ce sont les personnages de Minecraft. Et il a été capable, tu sais, juste en imaginant que c'est ces personnages-là. Fait que, tu sais, je pense que des fois, il faut laisser tomber des choses pour en gagner plus ailleurs. Exact. C'est bon, c'est très, très bon. On aime ça. Oui. Moi, je dis souvent aussi aux parents là, que si on veut qu'il y ait le raisonnement là, dans leur tête, là,
qu'il y ait vraiment un raisonnement verbal complet, mais il faut le faire à voix haute devant eux. Donc, dans toutes les situations de la vie quotidienne, on va réfléchir à voix haute pour leur donner justement le chemin de sens jusqu'à la résolution à la fin là, de notre solution ou de notre compréhension de la situation. Ça va les aider à trouver la façon de se comporter aussi par rapport aux situations de la vie. Ça, c'est super bon. Puis ça me fait penser que, tu sais, en enseignement explicite, nous, on utilise beaucoup la modélisation. Oui. C'est la première étape de l'enseignement explicite. Puis c'est sûr que quand on le fait correctement, on met un haut-parleur sur notre tête, puis qu'on fait tout le chemin qu'on veut que les élèves fassent, bien là, ça va faire beaucoup de sens pour nos élèves autistes parce qu'on va leur présenter un modèle. Ils n'auront pas besoin de chercher le chemin, puis le cercle, puis la boucle de raisonnement, puis de traitement d'information dont tu nous parlais, Sophie. On leur offre. Ils ont juste à le copier. T'sais. Exact. Puis moi, je dis aussi souvent de le faire dans l'expérience. Ils ont besoin de le vivre pour que ça devienne de l'acquis, qu'ils maîtrisent ce qui se passe. Que ça soit significatif dans le quotidien, tout à fait. Les filles, qu'est-ce qui va décider si un élève est en classe régulière ou en point de service ou en classe spécialisée d'autistes? Mais grosso modo, ce sont ses besoins, en fait. Oui, on peut avoir besoin d'une classe spécialisée pour certains élèves quand l'adaptation au régulier, elle est trop surchargeante pour eux au plan sensoriel parce que dans une journée, il y a les transitions, il y a tous les stimulants environnementaux, il y a toute l'anxiété qui peut embarquer là-dedans. Fait que quand l'élève n'arrive pas à bien traiter l'information d'une manière qui est fonctionnelle pour lui, quand il est trop sur sa conduite manuelle, justement, il n'est pas, des fois, suffisamment conscient de ses besoins, il démontre pas beaucoup d'ouverture pour la socialisation. Puis, quand aussi on a un élève qui est freiné là, en raison de tous ces défis dans le développement de ses apprentissages dans un contexte régulier, bien, on peut alors envisager peut-être une référence en classe spécialisée pour qu'il soit mieux, pour qu'il soit apaisé, puis qu'il puisse optimiser son potentiel. OK. Puis dis-nous, Sophie, comment un enseignant peut adopter une posture sécurisante? Ça arrive que ces élèves-là se désorganisent quand il y a trop d'anxiété, quand il y a des éléments non prévisibles qui sont arrivés pour lui, quand il y a trop de stimuli, par exemple. Comment on peut l'aider à réguler ses émotions puis à évoluer là, dans notre sphère sociale? Bien, c'est sûr que nous, quand on va aider dans les milieux, on a la chance d'avoir les yeux principalement sur l'élève qui pose question. Oui. Fait que quand on observe, on le voit l'élève qui commence à présenter de l'inconfort. Donc, j'inviterais les enseignants à avoir leur radar sur leur élève parce que souvent, il va le transmettre d'une manière qui n'est pas dirigée. Fait que c'est très facile de l'échapper. Il faut apprendre à connaître son élève puis à être attentif aux signes précurseurs de désorganisation. Souvent, ce sont des élèves qui vont devenir très vocales. Ils vont répéter des choses. Ils vont dire « mais je comprends pas », mais ils vont pas le nommer nécessairement à quelqu'un. Ils vont se promener, se lever, pousser des petits cris. Donc, si l'élève, dans le fond, quand il fait ça, il nous montre qu'il a besoin de s'autoréguler. Là. Son verre d'eau est plein. Fait qu'il faut trouver un moyen de faire baisser son niveau. On est mieux de l'attraper au début de ça qu'à la fin. Absolument, parce que là, c'est de plus en plus dur. Fait que c'est le bon moment peut-être d'offrir une pause, aller lui donner un câlin, lui montrer qu'on comprend son malaise. Puis il va avoir besoin d'aide pour s'autoréguler. Il ne faut pas l'arrêter, parce que l'autorégulation, il en a besoin pour se maintenir. Il faut plutôt l'aider à trouver une manière confortable pour lui et pour les autres de pouvoir le faire. En fait, l'élève a besoin d'une personne qui est structurée, qui est calme, qui n'est pas anxieuse puis qui est organisée. Il a besoin d'un lien, comme on le disait tantôt, avec son enseignant, mais parfois, la solution aussi, ça peut être de le distraire parce qu'il est pris dans sa spirale et tout ça. Donc, on peut lui apporter une nouvelle idée, une nouvelle situation ou même un nouvel objet aussi. Ça peut ça va l'obliger à partir une autre roue là, de traitement de l'information qui va être plus sécurisante pour lui que celle dans laquelle il est pris. Là. En l'accompagnant, bien sûr. Je serais portée à vous dire là, que quand on est bienveillant, on se trompe rarement. Faites confiance à votre instinct. Montrez-lui qu'il est bon. Des fois, là, ça peut être impressionnant quand même, un élève autiste qui se désorganise. Fait qu'on cherche à étouffer l'affaire rapidement avec beaucoup de consignes verbales parce qu'on veut garder ça dans un niveau de contrôle. Mais en mettant cette pression-là, souvent, c'est le contraire qui se passe. Ça va le favoriser sa crise. Donc,
On sort un petit tableau, on dessine, on essaie de mettre en visuel ce qu'il n'a pas compris, puis on se retire. Il a besoin de calme, d'un petit moment dans un coin qui est bien prévu pour ça. Il ne faut pas oublier que le silence est une intervention. Donc, on Surtout répète avec pas. eux. Surtout avec eux, parce qu'on que- repart la boucle. C'est ça, c'est ça. Et puis, on lui laisse le temps, on lui laisse le dessin, puis on va le voir quand il va redevenir disponible. Parallèlement, il ne faut pas entrer dans le piège de vouloir normaliser l'élève. Il faut voir qu'est-ce que lui a besoin actuellement. Parce que ça se peut qu'il ne soit pas capable de travailler en équipe, puis c'est correct. Donc, on peut accepter ça. On force pas trop, on attend que ça vienne de lui. Jouer à côté des autres ou parmi les autres, ça peut être très satisfaisant pour lui. Puis ça évite, tu sais, s'il n'y a pas à interagir, ça évite la surcharge, ça évite que son verre d'eau monte trop vite. Puis pour le moment, ça peut être tout à fait convenable pour lui. OK. Maintenant, Virginie, les enseignants ne sont pas les seuls responsables de l'évolution de leurs élèves, là. J'aimerais donc savoir comment les différents acteurs qui gravitent autour des élèves peuvent travailler en collaboration pour les aider à mieux évoluer. As-tu des exemples d'actions à poser pour soutenir cette collaboration? Évidemment. Mais moi, je vous dis d'emblée là, de contacter votre orthophoniste. Des fois, on oublie que c'est au niveau de l'autisme. On voit beaucoup les comportements, mais les comportements ils sous-tendent souvent un problème de compréhension. Donc, contactez votre orthophoniste là, qui va vraiment vous donner des petits trucs, aller observer l'élève avec vous, discuter avec vous, vous donner du matériel. Donc, c'est très important, mais comme tous les autres pros de votre école également, là, que ce soit psychoéducation, agent de réadaptation, psychologue. Donc, tout le monde est important, évidemment. Est-ce que les filles, vous avez des ressources ou des coups de cœur littéraires ou numériques si on veut en apprendre plus sur le sujet? Oui, c'est très important là, de tenir compte, en fait, de toutes les informations qui sont offertes du Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme, le RNETSA. Donc, allez sur le site Internet, il y a une multitude de vidéos, de conférences, d'ateliers, de documents pour soutenir les milieux, que ce soit nos tout-petits, nos élèves du primaire, au secondaire également, puis même les adultes. Il y a aussi le site Internet de SACAD, qui est, dans le fond, SACAD, c'est une clinique à Québec là, qui a réfléchi, repensé le fonctionnement de l'autiste et puis qui a vraiment de l'information, de l'évaluation et tout ça. Mais sur le site de SACAD, il y a également des vidéos très intéressantes, des documents aussi très, très, très pertinents là, pour soutenir nos élèves. Et depuis quelques années, on donne une formation en début d'année, souvent dans les pédagogiques et à l'occasion en mi-année. Donc, c'est une formation sur Scolago et ça va vous aider à mieux intervenir auprès des élèves autistes qui sont intégrés en classe régulière. Ah, super intéressant. Hey, moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un roman. C'est rare qu'en ressources, on parle de roman, mais je suis tombée amoureuse d'un livre qui s'appelle « Le bizarre incident du chien pendant la nuit » de Mark Haddon, qu'on m'a fait acheter à l'université pour un cours justement sur l'autisme. C'est un roman dans lequel on plonge dans le regard et la tête d'un garçon qui s'appelle Christopher, qui a 15 ans et qui est autiste. Et c'est pas écrit nulle part dans le livre qu'il l'est, mais on le comprend après quelques lignes, c'est d'une évidence. Et puis, sa thérapeute lui a demandé d'écrire un livre par rapport à un chien. Bon, il a trouvé un chien décédé sur le terrain de sa voisine et il part une enquête à travers ça et c'est incroyable à quel point on arrive à comprendre de quelle façon les élèves ou les gens qui sont autistes traitent l'information. Puis savez-vous quoi? Je vais vous surprendre parce que je suis prof. Je vais vous lire un bout. Je vous lis un extrait, OK? Excellent. Je vais vous lire le chapitre 37 parce qu'il y a juste une page et demie. Et puis, ça a l'air loin, le chapitre 37, mais notre bel enfant, Christopher, numérote ses chapitres seulement avec des nombres premiers. Alors, on est au chapitre 37, au début du livre. « Je ne mens pas. Mère disait que c'est parce que je suis quelqu'un de bien. Mais c'est pas pour ça. C'est parce que je sais pas mentir. Mentir, c'est dire que quelque chose s'est passé alors que ça ne s'est pas passé. En fait, il ne s'est passé qu'une chose à un moment donné et en un lieu donné. Et il y a un nombre infini de choses qui ne se sont pas passées à ce moment-là et à cet endroit-là. Si je pense à quelque chose qui ne s'est pas passé, je me mets à penser à toutes les autres choses qui ne se sont pas passées.
Par exemple, ce matin, au petit déjeuner, j'ai pris un Ready Break et un milkshake chaud à la framboise. Mais si je dis qu'en réalité, j'ai pris des Shreddies et une tasse de thé, je me mets à penser à des Coco Pops, à de la limonade, à du porridge, à du Pepsi. Et je pense que je n'ai pas pris mon petit déjeuner en Égypte, qu'il n'y avait pas de rhinocéros dans la pièce et que mon père ne portait pas de scaphandre, et ainsi de suite. Et rien que d'écrire ça, j'ai la tête qui tourne, j'ai peur, comme quand je me retrouve au sommet d'un très grand immeuble et qu'il y a des milliers de maisons, de voitures et de gens autour de moi et qu'ils se bousculent tellement dans ma tête que j'ai peur d'oublier de me tenir bien droit et de m'accrocher à la rambarde. Et alors, je me dis que je vais tomber et me tuer. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'aime pas les vrais romans. Ils racontent des mensonges sur des choses qui ne se sont pas passées, alors ça me fait tourner la tête et ça me fait peur. C'est pour ça que tout ce que j'écris ici est vrai. Et il y a une note en bas de page. En fait, il n'y a aucune chance pour que je prenne des Shreddies et du thé parce qu'ils sont bruns tous les deux. C'est très bon, très bon. Bon, hein? Fait que je vous le conseille, c'est beau, beau, beau. Je l'ai relu pour la 14e fois cette semaine, puis c'est du bonbon. Wow. Alors, hey, merci Sophie, Virginie, pour vos conseils éclairants. Ça nous a fait du bien d'arriver à mieux les comprendre. Puis on comprend aussi qu'avec une bonne posture, des stratégies, de la collaboration, on peut vraiment faire une différence puis aider ces élèves-là à grandir. Effectivement, merci à vous deux. J'ai beaucoup appris. Pour ma part, j'aimerais conclure en disant qu'il ne faut surtout pas oublier qu'enseigner, c'est bien plus que transmettre du contenu. C'est aussi accompagner le développement global de chaque élève, peu importe sa personnalité ou ses particularités. Et n'oubliez pas de suivre ou de vous abonner à Après la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode.